les amis. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Faure. Oui, c'est moi. Alors, je préviens juste maintenant, comme ça c'est fait. Pour ceux qui l'écoutent en audio, vous avez le format vidéo sur YouTube. Donc voilà, si vous avez envie de vous accompagner visuellement, on est là, on vous fait des coucous là, comme ça à la caméra. Et pour ceux qui regardent la vidéo, il n'y a qu'un format audio sur les plateformes d'écoute si vous n'avez pas envie de voir nos gueules. Oui, je comprendrais tout à fait. Non. Ce serait dommage, mais je comprendrais tout à fait. Moi aussi. Donc, je suis le deuxième, si je m'abuse, à avoir sous ce format. Alors, le premier, c'était le stream. Oui, c'est vrai. Le deuxième, c'était avec Jean-Philippe. Et le troisième, oui, c'est toi. Donc, voilà, tu es le troisième. Ouais. Alors, Benoît. Je suis très honoré. Eh bien, écoute, je te remercie d'être ici avec moi. Ça me fait très plaisir. Donc, voilà, pour que les gens sachent un peu, même si je pense que vous vous en doutez, Benoît est très proche de moi. C'est un ami très proche. On se connaît très bien. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode ensemble. Donc, voilà, je suis juste plus que ravie que tu sois sur ce podcast. Vu qu'on se connaît très bien, je sais sur quoi axer aussi plus facilement mes questions, car je te connais. Oui. Donc, voilà, on va parler un peu de trucs un peu deep, comme d'habitude, parce que c'est ça qu'on aime ici. Et puis voilà, je vais te présenter parce que ma foi, ça fait déjà quelques minutes qu'on discute. Alors Benoît Faure, tu es un comédien spécialisé dans le doublage. Oui, je suis aussi connu, je précise, sous le nom de Benoît Faure Junka. Je précise, ça se prononce Junka et pas non Yunka ou Junka, parce qu'on a déjà fait la réflexion. Non, c'est vrai ? Oui, et tout simplement parce que mon nom patronymique, c'est Benoît Faure, tout court, mais c'est qu'il y a quelqu'un dans le doublage qui a exactement le même nom que moi. Ah ouais ? Qui est Ingé Son. Ah ok, d'accord. Voilà, et ça m'a valu des petits événements un peu cocasses, disons, de personnes, même des DA, qui ont dit « Mais tu diriges maintenant » ou « J'ai vu ton nom sur le tableau ». Je fais « Non, c'est pas moi ». Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pris le nom de ma mère en plus du nom de mon père avec sans le... Ah, c'était le nom. J'ai cru que c'était genre un pseudo que t'avais rajouté. C'est le nom de ma mère, mais sans la particule 2, parce que sinon ça faisait un peu trop long. Ok, Fort de d'accord, Junka. incroyable. Du coup, Ok, j'apprends un truc, bah voilà, j'apprends déjà un truc. On est là sur pour toi. ça, mais du coup, je me tenais de le préciser pour commencer. Ok, d'accord, ça marche. Alors, je vais parler de ton plus gros rôle que tu as fait très récemment, qui est Akuma-kun. Ouais, dans la série éponyme. Dans la série éponyme, Akuma-kun, qui est disponible sur Netflix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, à aller écouter la douce voix de Benoît en version française, n'est-ce pas ? Oui, évidemment. Non, parce qu'en VO, c'est Yuki Kaji. Ok, d'accord. Putain, tu connais le nom. Je l'ai pas noté c'est le seiyuu d'Eren, je précise. Donc, c'est quand même un gros nom. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Mais il faudrait qu'on en parle des seiyuu. On va en parler des seiyuu japonais. Oui, parlons-en des seiyuu, non, peut-être. Parce que c'est un truc assez intéressant aussi dans le milieu de l'animé. Enfin bref, en animation, toujours, t'as doublé Thorfinn dans Vinland Saga. Ouais. Donc dans la version Crunchyroll. Oui, exactement. Donc, ce qui est assez stylé aussi. Un rôle très... Plutôt stylé, oui. Très... c'est pas sombre, mais plutôt intérieur, on va dire. Non, pas forcément dans la première saison, parce que dans la première saison, il est mu par un désir de vengeance ultime. Donc en fait, il pense juste à ça, c'est juste une petite boule de rage de 16 piges, je crois qu'il a 16 ans dans la première saison. Ok, sur les 6 premiers épisodes, il en a 6, puis après il grandit, et après c'est moi du coup. Et donc non, pas sur la première saison, mais sur la deuxième... Ouais, il a un peu tout perdu, disons, sans rentrer dans les détails, sans spoiler pour ceux qui auraient envie de voir la série. Du coup, il est moins expansif. Plutôt, plus intérieur, là. Ok, d'accord. Moi, c'est vrai que je regardais un peu les trucs que tu avais fait, donc j'avais que cette vision-là, mais je savais pas qu'il était plus tête dure dans les... non, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce rôle-là, mais oui, enfin, en tout cas, pour tout te dire, j'étais persuadé que je n'allais pas l'avoir à laisser. Ok, tu nous raconteras, on laisse le suspense. Voilà, c'est pour ça qu'on va revenir dessus probablement. Donc, Ok. T'as eu aussi un rôle dans une série live où on te demande beaucoup de dédicaces vocales pour ça. Alors dis-moi si je le prononce bien, c'est Shuntaro Shishiya. Ouais. Dans Alice in Borderland, du coup. Exactement. On en parlera aussi, mais je sais, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on t'avait demandé de faire des dédicaces vocales avec ce rôle-là, donc c'est un rôle assez important, qui a été dirigé par... par Annabelle Roux. Annabelle Roux, ok. Chez
Je sais plus si c'était déjà Ayuno à ce moment-là pour la première saison. Mais en tout cas, oui, chez BTI / Ok, Ayuno d'accord, qui ouais. a changé de nom entre-temps. Mais voilà, Ok, ça c'était là-bas. marche. T'as fait encore plein d'autres choses. Donc voilà, Oui. si vous êtes intéressé par tous les rôles que Benoît a fait, c'est disponible sur sa page RS Doublage ou même aussi un peu sur tes réseaux, etc. Mais après, les réseaux, tu les donnes toujours à la fin de l'épisode. Oui, enfin, j'ai un site internet, je fais déjà l'autopromo, mon site personnel à moi, que j'ai codé pour moi-même. Mais c'est vrai? Putain, j'ai même pas vu. Oui, je le citerai à la fin du podcast ouais, pour pas. Mais oui, mais en fait, du coup, je profite de ça, de cette vitrine pour mettre tous les rôles que je fais. À une époque, je mettais aussi beaucoup les extraits vidéo, un peu façon bande démo, mais à la carte qu'on pouvait sélectionner. Et puis la flemme est passée par là. Du coup, il y a plus de trucs très très récents, mais il va falloir que je me remette à ce sujet. Ok. Bah écoute, voilà, comment toi t'as commencé à te diriger, parce que t'as d'abord fait une formation de théâtre. Ouais. Alors, et t'as fait aussi des trucs avant. Oui, voilà. Exactement. Je te passe le mic. À la base, j'étais pas du tout prédestiné. Enfin, j'aime pas forcément le terme prédestiné. Je me destinais pas forcément à faire une carrière dans le milieu de la comédie, quelle qu'elle soit ou quoi. Parce que à la base, je faisais des études pour devenir ingénieur en informatique. Ce qui n'a absolument rien à voir avec le métier de comédien. Pas vraiment, non. Du coup, je me destinais à ça parce que, je crois que c'était à l'âge de 6 ans, mon père a acheté un ordinateur fixe et 6 ans, c'était en 97. Du coup, c'était un petit peu le début de la démocratisation des PC à la maison, des tours comme ça qui étaient gigantesques parfois. Et moi, je sais pas, j'avais un malin plaisir à regarder les modes d'emploi de tous les appareils, pour rien, juste pour lire un mode d'emploi. Et donc forcément, je vois ce truc d'électronique, j'adore ce machin déjà, j'ai envie d'en faire mon métier. Déjà à l'âge de 6 ans, je me suis dit ça. Et donc j'ai construit toutes mes études et tout mon parcours professionnel en me disant je vais faire un ingénieur, donc ingénieur en informatique, donc études supérieures, bac+5. Il faut que je fasse un DUT d'abord, je tenterai pas les écoles tout de suite, les écoles les masters tout de suite. Et en parallèle, mes parents m'ont inscrit dans un cours de théâtre en extrascolaire. Et je kiffais ça. Ouais, voilà, j'ai d'excellents souvenirs de ça, notamment de grands moments d'improvisation qui n'ont jamais été pris en vidéo parce que ça a été, il y a eu un problème de cassette, mon plus grand regret. Oh merde, ouais. c'est chiant ça quand ça arrive. Donc c'était ma première pièce de théâtre sur scène. C'était fin école primaire, donc j'arrive plus à me souvenir à quel âge c'est l'école primaire. Ouais, c'est de 6 ans à 10 ans quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'était un peu avant 2000, donc oui, je devais avoir moins de 10 ans. Donc j'ai kiffé ma vie, j'ai continué à prendre des cours après quand on a déménagé de l'endroit où on était. Et puis en fait, je me suis dit non, j'ai plus le temps pour ça, faut que je me concentre sur mes études. Du coup, j'ai tout lâché et je me suis concentré sur des études un peu plus scientifiques, toujours dans le but de l'ingénierie informatique, quoi. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es passé d'ingénieur à comédien? C'est quoi cette transition? Qu'est-ce qui s'est passé? Problème de santé. Ah bon? Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en DUT informatique à ce moment-là, l'IUT d'Aix-en-Provence. Et ça devait être en milieu de deuxième année. Je commençais à faire des migraines. Des migraines ophtalmiques, vraiment, un truc que je ne souhaite à personne. Et j'en faisais une fois par mois, puis une fois toutes les 3 semaines, 2 semaines, toutes les semaines, et puis 2 à 3 fois par semaine. Et au bout d'un moment, je me suis dit... Parce que, en fait, je passais beaucoup de temps pendant les cours à regarder un écran. Enfin, c'était un projecteur, donc on regardait l'écran. Puis ensuite, on était sur des écrans d'ordinateur pour coder toute la journée. Puis le soir, on revenait sur son écran d'ordinateur personnel pour continuer à travailler. Et les week-ends aussi, on était sur des projets. Donc au bout d'un moment, à force de passer du temps devant les écrans, il n'y avait pas tous les lumières les lunettes anti-lumière bleue, tous les trucs qu'on a maintenant. Et en fait, j'en faisais de plus en plus de migraines. Et du coup, je me suis dit, waouh, ok, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie, souffrir de ça pour... T'étais en mode, c'est mon corps qui me transmet un message de je suis pas à ma place ici, quoi. Exactement. Et en parallèle, en fait, on habitait en province avec toute ma famille, et quand on allait au cinéma, les films étaient diffusés en VF. Et au début, on voyait les films avec ma sœur,
très important, ma sœur, Amélie, que j'embrasse. Je sais qu'elle va écouter, c'est pour ça. Et probablement mon père, mais je l'embrasse aussi. Et ma mère aussi, je l'embrasse Allez, aussi. fais les cousins, hein, ce stade. Pardon. Non, t'inquiète, Et du coup, en fait, on regardait les films en VF et au bout d'un moment, à force de les voir, on était c'est marrant cette voix, je l'ai déjà entendue dans un film et tout. Ah oui, moi aussi. Attends, c'était dans quoi? On essayait et puis au bout d'un moment, on mettait les noms sur les voix, on attendait les cartons de doublage à la fin des films et tout. Et on s'est pris de passion pour cette branche du métier de comédien qu'est le doublage avec ma sœur. Et en fait, on s'est intéressé de plus en plus à ça, au point que moi, pour pratiquer pour l'informatique, j'ai créé un site internet à ce sujet, voilà, qui s'appelle... j'en faisais jamais la pub ou quoi, parce que vraiment, pour moi, c'est jamais fini, il faut vraiment que je travaille dessus, donc j'en ferai la pub que ça sera terminé, ça fait 12 ans que je dis ça. Et... oui, le site s'appelle Doublani, il faudrait peut-être que je le dise. Est-ce que je peux raconter l'anecdote de... Un jour, je parle de... ouais, vous connaissez le site Doublani et tout, il y a nos persos dessus et tout, trop marrant, je suis sur le site, je suis référencée et tout. Et Benoît, il me regarde, il fait « C'est moi le créateur de Doublanime ». Et je suis en mode « Quoi ? Comment ça ? C'était toi depuis le début ?» C'est ma sœur et moi qui avons eu l'idée. Du coup, moi, je m'occupais de la partie technique et tout. Et on s'occupait des informations de remplir. Enfin, on s'en occupe toujours, mais de manière plus sporadique, quoi. Et donc, en fait, ce projet, à la base, c'était juste pour pratiquer le développement informatique, pour pas que je perde, quoi. Et... merde, j'en étais où ? De développement informatique. Oui, voilà, donc Doublanime, tout ça. Et j'étais, ok, ça m'intéresse de plus en plus. Et arrive ce moment où, effectivement, j'ai des problèmes de santé. Ok, d'accord. Donc, remise en question de ma vie, de qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et là, d'un coup, je me dis, bon, quel champ d'activité je pourrais me diriger qui me fasse plaisir et que, malgré tout, enfin, voilà quoi, qui me plaise. Il y a eu plein de choses et je me suis dit, en fait... J'aime tellement le doublage que je me verrais bien passer de l'autre côté du miroir et en faire mon métier, en plus par rapport aux cours de théâtre que je prenais étant gamin. Et donc, en fait, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit bon, bah voilà, en fait, je veux devenir comédien, je veux faire du doublage. Ils ont réagi comment ? Ils m'ont dit non. Alors écoute, non, mais attends, tu nous bassines les oreilles depuis des années et des années pour faire de l'informatique, pour ça. C'est quoi cette idée ? Et en plus, eux ne sont pas artistes ou quoi du tout. Ils sont fonctionnaires, ils sont à la retraite maintenant, mais ils étaient dans les douanes. Donc en fait, et c'est normal, je les comprends tout à fait, ils avaient peur pour moi aussi. Ils me connaissaient mieux que moi-même. Donc ils savaient pertinemment que l'instabilité du métier d'artiste en règle générale, ne m'allait peut-être pas autant, vraiment. Et en fait, j'ai réussi à les convaincre que je ne me voyais pas mon avenir dans l'informatique. Et ce à quoi ils m'ont dit, ok, très bien, on va te soutenir, mais par contre, va au moins jusqu'à Bac+3. Donc j'ai fini mon DUT et je suis monté à Paris pour aller en licence pro, dans un autre domaine que j'aimais bien, c'est-à-dire les jeux vidéo. L'IUT de Bobigny, je suis allé jusqu'à Bac+3 et dans le même temps j'ai cherché sans chercher une école de théâtre pour prendre des cours parce que dans le même temps j'allais en convention, je regardais des interviews sur internet. Des interviews. A priori on dit interview dans un doublage. Ouais, je sais, voilà. Mais bon... mais c'est pour ça, bon, moi ça m'a marqué. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à regarder des interviews, demander des conseils à des comédiens, notamment, j'avais croisé Marcel Minou en convention, donc quand je lui avais demandé, et la constante était, il faut être comédien à la base. J'ai fait, très bien. Donc, je me suis dit, je vais prendre des cours d'art dramatique dans une école d'art dramatique professionnelle. Et quand j'ai dit que j'ai cherché sans chercher, c'est qu'en fait, je m'étais dit, je vais profiter de ma licence pro où j'ai pas forcément énormément d'heures de cours pour fouiller sur Internet et regarder les écoles qui pourraient m'aller. J'ai évidemment choisi le cours Florent. Voilà. Basique. Voilà, le truc le plus basique parce que c'était le plus renommé et là où il y avait le plus de pubs, entre guillemets, bien on va sûr, dire ça comme mais ça. En fait, quand tu viens pas du milieu artistique, les cours Florent, c'est un peu la référence, tu vois. C'est ça. Genre tout le monde connaît, tu vois, même nos darons qui sont pas dans l'art, donc évidemment c'est rassurant aussi, je crois, tu vois, d'y aller quand on n'est pas issu d'un milieu artistique. Mais alors, du coup, tu vas dans cette école, dans ce cours Florent. Et moi, il y a un truc je me pose une question, c'est que
le théâtre, les exercices d'impro, les trucs et tout, c'est une mise à nu complète, tu vois. Et je me dis, toi qui es passé d'ingénieur informatique à derrière ton ordinateur, à faire des trucs, à mettre dans des trucs, dans des systèmes, enfin, je sais pas ce que t'as fait, mais tu vois, il y a un truc beaucoup plus carré, tu vois. Et là, tu dois te mettre à poil sur scène, pas au sens littéral, enfin, après, voilà, c'est peut-être, j'en sais rien. Le théâtre d'aujourd'hui, non, je te confirme que non, j'ai pas eu à le faire. J'ai eu un petit moment d'inflexion, mais non. Donc, tu vois, je me dis, comment ça s'est passé, cette transition d'enlever plein de couches sur soi pour être sur scène et pour être libre sur scène, tu vois. Alors, je pensais que j'allais galérer, mais vraiment, parce que de ma nature introvertie, réservée et encore plus timide à l'époque que maintenant, même si je me considère encore très, très réservé, timide et renfermé parfois, quand je connais pas les personnes, je pensais que j'allais galérer. Je te le cache pas. Et en fait, j'ai pas eu à me poser la question très longtemps pour le savoir, parce que au cours Florent, il y a ce qu'on appelle les stages d'entrée, pour qui décident entre guillemets pour savoir qui rentre dans l'école. Et en fait, je suis tombé sur une professeure. Sur l'instant, on l'a quand même tous très mal vécu, mais avec le recul, je me dis que c'était salutaire en fait. En fait, elle te rentrait dedans tellement qu'en fait, c'est la manière où on te prend presque pour une merde. Une merde, mais vraiment très profonde. Où tu te sens mal, tu pleures toutes les larmes de ton corps en sortant, tu te dis « Waouh, dans quoi je me suis embarqué ?» Et ça a duré qu'une semaine, je précise, ce stage. Et vraiment, on était « Mais c'est fou !» Mais malgré ça, en fait, on a eu une réaction tous de « Non mais attends, pour qui elle se prend ? On va lui montrer de quel bois on se chauffe !» Et en fait, on revenait le lendemain, on lui montrait, et elle était très contente. Et à la fin, en fait, tous ceux qui ont compris, qui ont compris. Je suis pas hyper partisan non plus de ce genre de méthode, mais ça m'a été bénéfique parce que je me suis pas reposé sur mes acquis. J'ai forcé ma nature pour j'avais envie de plaire, je crois, à ce moment-là. Donc j'étais vraiment ok, je vais y aller. Et je l'ai fait, et finalement, je suis rentré dans l'école. Et c'était une entrée en matière un peu brutale, mais finalement, avec 10 ans, plus 12-13 ans de recul, c'est bénéfique. Mais tu sais que c'est trop marrant parce qu'on en parlait avec Jean-Philippe, donc Jean-Philippe Brière, l'invité de l'épisode d'avant, on parlait un peu de ces méthodes-là, un peu dures, un peu... et on essayait de faire aussi la différence entre l'exigence et la brutalité. Et moi, j'étais en mode, oui, c'est chiant, quoi, quand t'es dans un environnement de travail qui est brutal, qui est brusque, c'est pas agréable. Je sais pas si t'arrives à enlever tous les leviers de liberté pour être à un stade où tu peux jouer et tu peux être traversé par des choses. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'aussi, il y a beaucoup d'aspects bénéfiques, tu vois, genre par rapport à ce que tu disais. Même moi, j'avais eu une formation où la prof, parfois, était un peu dure. Et en fait, c'est vrai que ça fait ressortir ce truc de « Bah attends, je vais lui montrer ». Oui. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui réagit comme ça, tu vois. Totalement. Donc, en fait, c'est un peu une épreuve pour voir qui vont être les plus... tu vois ? Ouais, en fait, j'ai plus de mal avec cette manière-là de procéder dans le cadre professionnel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens, je vois ce que dans tu le veux cadre dire, du travail où tu dois donner quelque chose à quelqu'un, je parle forcément face caméra, tu dois donner quelque chose à un réalisateur ou à un metteur en scène en théâtre ou même à un directeur artistique en doublage. C'est donnant-donnant, c'est un échange finalement. Si la personne te rentre dedans et te brusque, je vais pas avoir envie de lui donner. Je vais pas avoir envie de me lâcher, de me mettre à nu pour cette personne. Tandis que dans le cadre professionnel, c'est du genre mais attends non, professionnel, pardon. Dans le cadre éducatif, c'est vraiment mais attends une minute, je suis là pour apprendre, pour qu'il se prenne, mais attends, tu vas voir. Il y a une sorte d'orgueil. Oui, c'est vrai, t'as raison. Une sorte d'orgueil. Mais dans mon monde professionnel, moi, je serais vraiment pas bien. Là, comme là, j'étais pas bien, mais du coup, là, j'ai envie de lui montrer. Là, je suis pas sûr d'avoir vraiment envie de lui montrer, de montrer à la personne de quel bois je me chauffe, juste pour flatter mon ego. C'est pas pour ça. Parce que tu vois, dans le truc d'éducation, t'es un peu pas inférieur, mais tu vois, il y a ce truc de toi, tu dois apprendre. Donc, ok, d'accord, si tu dois passer par... tu vois, s'il y a cette méthode-là... Je crois que t'es un peu plus dans l'acceptation, mais alors que quand t'es dans le milieu professionnel, t'es en mode, mais frérot, non, quoi. C'est ça. J'ai envie d'être traité à hauteur de comment moi je te traite, tu vois. Ouais, en école, quelle qu'elle soit, tu es là pour apprendre. Si la personne
Enfin, c'est donc pour ça qu'en fait, j'allais dire, si la personne ne te donne pas envie d'apprendre, bah oui, mais là, c'est un peu paradoxal comme méthode, mais en fait, c'est brusquant, mais tu arrives quand même à avoir envie. Tu dis, mais attends, mais oui. Oui, ouais. Et en fait, ça te prépare aussi un petit peu, malheureusement, à la réalité du métier, quoi. Ouais. Donc, limite, valait mieux que ça arrive maintenant, Ouais, en c'est ce début, c'est ce que avant je même me de dis commencer, aussi, ouais. plutôt que de faire des années avec des profs qui sont, j'allais dire très conciliants, mais c'est pas le bon terme, c'est vraiment qui te mettent dans un cocon H24 et là tu fais c'est donc ça, et que donc tu te ramollis un peu et qu'après tu te retrouves face à ce genre de professeur ou ce genre de personne et que tu fais mince, j'étais pas prêt. Donc vaut mieux. C'est sûr. Hein. Je préfère c'est pour ça que je dis que ça a été bénéfique que ça arrive maintenant à ce moment-là, Ouais. plutôt que en deuxième ou en troisième année que je n'ai pas faite finalement. Est-ce que je la connais cette anecdote? Je crois que je te l'ai déjà Tu me racontée. l'avais racontée. Oui. Est-ce que tu veux la raconter? Bah, je peux la raconter étant donné que c'est probablement le plus grand traumatisme de ma vie à ce sujet-là. C'est que Te sens pas forcé, hein. Te sens pas obligé ou quoi? C'est qu'en fait, quand tu es artiste, quel qu'il soit, tu fais ce métier parce que tu as besoin d'assouvir quelque chose. Je crois que moi, c'est parce que j'avais besoin d'assouvir une sorte d'envie d'être aimé autrement que par mes parents. C'est beau ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que je sais que mes parents m'aiment. C'est sûr et certain. Je sais que ma sœur m'aime aussi. Comme moi, je les aime, quoi. Mais j'avais besoin, possiblement, de ça, de peut-être aussi de me prouver que j'étais capable de forcer ma nature aussi d'introverti. Et du coup, en fait, je me suis lancé dans tout ça. Et la première année, j'étais avec une prof qui était incroyable. Je la cite parce que je l'embrasse fort tellement c'était d'excellents souvenirs. C'est Laurence Côte, grande actrice. Et j'étais trop bien. Enfin, franchement, elle te rendait au centuple tout ce que tu lui donnais. Mais c'était. Ouais, ça j'adore sur de personnes. Ouais, c'est qu'en fait, les personnes qui manifestaient pas l'envie de travailler, elle les mettait un peu de côté, mais c'est parce qu'en même temps, eux lui donnaient pas quelque chose. Mais par contre, quand toi, tu manifestais l'envie de travailler, elle était là, elle était là pour toi, elle était adorable, elle te poussait à plus. Et franchement, c'était une première année incroyable. Et la deuxième année, en fait, je dis pas que j'ai rien appris. J'ai appris quand même énormément de choses, notamment la rigueur, la méthode un peu à la russe, quoi, la Stanislavski, très méthodique. Enfin, je sais pas si c'est exactement la qualification, mais voilà, vraiment, le prof, si on était en retard, il avait sa montre, il regardait sur sa montre et dès que c'était l'heure, il fermait la porte. Et si la porte était fermée, tu n'avais pas le droit de rentrer, et donc tu devais attendre le cours suivant, qui était 2-3 jours plus tard. Donc ça apprenait une rigueur. Pareil sur scène, quand tu avais ta chaise, tu devais la lever, la poser tout doucement, enfin faire de bruit. Pareil quand tu marchais. Enfin bref, j'ai appris énormément de choses techniques. Et en fait, tout au long de l'année, ce professeur, à 4 ou 5 personnes, nous disait « Ouais, c'est vachement bien ce que vous faites, continuez sur cette voie. » Moi, ce n'était que ma deuxième année d'école d'art dramatique. Du coup, j'étais encore un bébé finalement. Et je me disais « Bon, bah oui, ok, très bien, c'est comme ça, oui, très bien, je continue ce que j'ai toujours fait, je travaille comme je le fais, je me donne à fond, tout va bien. » Et arrive la fin d'année, où c'est un spectacle qu'on fait devant le public. On avait 2 représentations et tu avais dans le jury de l'école, parce qu'à chaque projet, enfin tous les 3 mois, on avait un truc sur un thème et il y avait des gens de l'encadrement qui venaient nous voir régulièrement, des gens qui nous avaient déjà vus, mais en tout cas pour ce spectacle de fin d'année, c'était quelqu'un qui nous avait jamais vu ni d'Ève ni d'Adam. C'était la première fois qu'il nous voyait et c'était le responsable des 3e années. Et on fait le truc, on a ainsi un retour. Là, pareil, le prof nous fait un retour très laconique, 4-5 pour les 4-5 personnes, dont moi. Et j'étais, bon, ok, d'accord, là, ça commence à être un peu bizarre, mais c'est la fin de l'année, peut-être qu'il est fatigué, j'en sais rien. Et quelques jours plus tard, arrivent les résultats qui sont affichés comme au bac, sur la porte de l'école, en pleine rue. Et je vois pas mon nom. Je me dis, c'est bizarre cette histoire. Moi, je croyais que ça s'était bien passé tout au long de l'année. C'est quoi En plus, il y avait une rumeur comme quoi, il y a un problème informatique. Il y a des noms qui apparaissaient et qui ne devaient pas apparaître, et d'autres qui n'apparaissent pas, qui devaient apparaître. Je me dis, ça doit être mon cas. Il y a même un de mes camarades avec qui j'étais en classe caméra qui m'avait vu jouer face caméra. Il était, mais franchement,
non, je comprends pas, c'est vachement bien ce que tu fais, bon, pourtant tu passes pas, bon, ok, bizarre. Donc je prends rendez-vous avec mon responsable de mon année, donc de deuxième année, pour savoir ce qui se passe. 2 semaines, c'est cool, où forcément, je me pose 50 000 questions. Et j'arrive, il me fait, oui, ben effectivement, tu passes pas en troisième année. Ah, d'accord, très bien, ok, on est là pour ça, on va découvrir pourquoi. Et il me lit mon dossier petit à petit, les retours, tout ce qu'on m'a dit, et au fur et à mesure, on comprend pas. Lui et moi, on ne comprend pas. Il nous fait, mais attends, bah non, là, ça s'est bien passé, la carte blanche, oui, t'as pas pris assez de risques, mais on te l'a reproché sur l'instant. Je fais, oui, moi aussi, j'en avais conscience. Et là, il arrive au truc de fin d'année, le fameux, et il le lit dans sa tête avant de me le lire, et il fait, ok, c'est violent, est-ce que tu veux que je te le lise ? Ben oui, je suis là pour ça. Il me fait, ok. Aucune présence scénique, aussitôt vue, aussitôt oubliée. Ok. Quand tu es qu'en deuxième année, que tu t'es dit, en fait, ce serait bête de faire que du doublage, prendre des cours qu'à face caméra et des cours de théâtre, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de tout faire. De dire qu'en gros, pour un métier d'image, tu n'as aucun charisme et on va pas se souvenir de toi. Ouais, c'est la hyper violence. Violent, ouais, c'est hyper violent. Et donc forcément, tout s'est bousculé dans ma tête les jours qu'on suivi, les semaines qu'on suivi. Il m'a proposé de refaire une deuxième année en me disant « Ouais, mais tu comprends, aussi on fait ça pour rendre service aux comédiens. Aussi, c'est pas pour éviter qu'ils se retrouvent en troisième année avec des groupes où ils vont juste être cantonnés à amener une chaise sur scène. » Et je comprenais ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, au fur et à mesure, je me suis dit « Non, mais attends, on m'a quand même pris pour un idiot. » Parce que je me suis rendu compte que, en allant chercher un peu des personnes qui passaient pas en troisième année dans ma classe, qu'il y avait 5 personnes qui passaient pas en troisième année. C'était les 5 personnes à qui le prof avait dit « Ah, c'est bien ce que vous faites, hein, continuez. » Donc, à partir de là, et jusqu'à même encore aujourd'hui, je dirais, donc ça fait plus de 10 ans. Hein, en fait, t'y crois plus quand on te dit que c'est bien, quoi. C'est ça. En fait, je fais le raccourci de bien égale médiocre. Pas suffisant. Donc, même à la barre, quand on te dit « Ah, elle est bien celle-là !» T'es sûr T'es sûr ? Attends, je peux la refaire. Non, mais t'inquiète, elle est bien. Pour moi, en fait, quand on me dit c'est bien, c'est pas assez. Même encore aujourd'hui. Ouais. Non, mais ce prof-là, en fait, il a été con parce que il aurait dû être honnête, tu vois. Sur le coup, il aurait dû vous pousser au lieu d'écrire une remarque. Parce que c'est lâche, tu vois, ce qu'il a fait. Et oui, c'est bien pour qu'il termine plus tôt, tu vois. Et puis, il se foule pas. Et puis, il écrit quelque chose d'hyper violent comme ça. Surtout c'est même pas lui qui a écrit ça. Bah, c'est le responsable des troisième années qui nous avait jamais vus. Oui, bien sûr, oui, c'est lui. Du coup, lui, mais en fait, l'autre, le prof, ça veut dire qu'il y avait 50% de la décision qui était. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'était les élèves qui me disaient ça, donc je suis pas plus si sûr. Mais finalement, en fait, c'était une décision partagée. C'est donc en fait qu'il a appuyé le fait que je passais pas non plus, juste parce que pour une question d'image. Ouais. Et du coup, est-ce que cet événement a fait qu'après, tu t'es dit, je vais rester derrière un micro et je vais pas me montrer face cam ou au théâtre parce qu'en fait, j'ai pas de présence scénique comme le mec l'a dit, quoi. Totalement. Je me suis dit, à quoi ça sert que j'aille me frotter à l'exercice du casting pour qu'on me dise juste ouais, mais vous correspondez pas à l'image quand on se fait du rôle. L'image. Du coup, en fait, je me suis conforté dans, en fait, c'est bien d'être derrière un micro, dans une salle sombre où on se concentre juste sur ta voix. Ouais. Après, le truc, c'est que tu vois, j'entends plein de gens, enfin, tu vois, genre, j'évolue dans un milieu avec des comédiens, des comédiennes, et je m'aperçois aussi que, tu vois, plus le temps avance, plus il y a des gens qui ne supportent pas d'être reliés à leur image, tu vois, et c'est et ça on le sait, tu vois, dans le milieu du théâtre, dans le cinéma, il faut avoir du charisme, il faut être beau, il faut être désirable, tu vois, il y a ce truc de il y a des gens qui le supportent de moins en moins, il y a des gens qui le supportent plus du tout, en fait, parce que tu n'es que physique, tu n'es que charisme, alors qu'en fait tu peux être aussi beaucoup de talent, tu vois, et que c'est pour ça qu'en fait j'envie un peu sans les envier non plus, parce que leur système est foncièrement différent, mais les acteurs anglais, notamment, qui n'ont pas le système d'intermittence, mais qui, en fait, eux, on avait une discussion très intéressante en plateau avec Thierry Vermut, où, en fait, on se faisait la réflexion que, sur la série qu'on doublait, les acteurs n'étaient pas tous beaux, loin de là.
et qu'en fait, qu'ils avaient quand même, malgré ça, une présence. Mais une présence de folie, un talent monstrueux, juste... Tu les voyais, t'étais wow, incroyable. Et c'était pas non plus des bombes. Et j'étais vraiment... Waouh, c'est dommage qu'en France, on soit comme ça, juste sur l'image. J'ai l'impression que ça commence un peu à changer avec... J'ai l'impression aussi. Aussi, mais... en fait, je suis encore un peu... Ouais. Je me dis, c'est peut-être encore un peu trop tôt, même si je commence un peu à évoluer de mon discours, puisque maintenant, quand même... Ça change, mais il y a toujours autant de... Le problème, c'est qu'on fonctionne en catégorie en France, tu vois, un peu. En étiquette, ouais. En étiquette, un peu en mode enfin, tu vois, genre le meilleur ami boutonneux, le nerd. Le nerd, enfin, tu vois. Après, je pense que c'est pas que la France, il y a le cinéma. Tu vois, on croit ce qu'on voit, donc si tu vois un archétype, bah, tu reçois tout de suite l'information. Par exemple, je peux prendre un exemple tout con d'acteur british qui est dans ce cas-là, Benedict Cumberbatch. Voilà, Benedict Cumberbatch, c'est pas l'acteur le plus beau de sa génération, mais punaise. Je l'avais en poster dans ma chambre, en Sherlock. Je comprends. Non, mais grave. Mais oui, c'est qu'en fait, c'est pas le genre d'acteur que tu catégoriserais parce qu'il est capable de tout jouer, même si c'est pas non plus une bombe de charisme. Enfin, en fait, il finit par avoir un charisme bien à lui. Et c'est ça, en fait, c'est que chacun a son charisme. Oui, grave. C'est juste que... Il faut en prendre conscience, il faut tirer le positif de ce que tu es, de ce que tu as. J'ai l'impression qu'en fait, on associe charisme à beauté. Alors qu'en fait, le charisme, chaque personne a une sorte de magnétisme qui lui est propre. Et que beaucoup ignorent. Complètement. C'est moi qui dis ça. Et c'est ce que j'allais dire en plus. tu devrais appliquer les propres phrases que tu dis. Je suis le roi pour ça. Donner des conseils. Et ne pas les appliquer pour ça. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà toute l'histoire de ça commence à partir du moment où je commence à faire mon trou dans le milieu. Enfin, il y a voir que je travaille en fait tout simplement. Ça me conforte un peu petit à petit en me disant non, en fait c'est eux qui avaient tort et j'ai bien fait de m'être entêté, de m'être entêté. Ouais. Parce que finalement je suis quelqu'un de très têtu. Mais c'est intéressant aussi le fait de faire attention à pas être malléable à ce que les gens te disent. Dans le sens où, si dans le travail, quelqu'un te dit t'es nul, t'as pas de présence, t'as rien, tu vois. Je pense qu'il faut se créer, genre, 3 murs, tu vois, entre la réflexion et soi et son individualité. Parce que sinon, tu peux hyper tomber. Enfin, faut pas être perméable à ce qu'on t'envoie comme... Ouais. Mais ça, c'est même pas que dans le milieu artistique, hein, c'est dans la vie de tous les jours. Dans tout. Oui, finalement, le milieu artistique, pour moi, c'est une sorte d'extension de la vraie vie. Oui, c'est ça. Parce que quand quelqu'un te dit ouais, mais t'es nul à ça, ouais, mais tu fais ça. En fait, il faut vraiment se protéger de ce que tu reçois des gens et ne pas en créer une réalité, ne pas créer la réalité que eux veulent que. Et ce qui est très dur, c'est de ne pas être malléable sur les missiles qu'on t'envoie, qui touchent à ta personne, mais malgré tout rester malléable pour être. Ouais, tu vois, tu devrais jouer ça comme ça. En fait, c'est un équilibre très difficile à trouver. Grave, je suis grave d'accord, ouais. Parce qu'il faut quand même de la remise en question. Oui, totalement. Donc il faut quand même laisser une mini ouverture pour que tu évolues. Mais il faut pas que tu ouvres grand les portes. Quoi. Enfin, c'est très compliqué, ça dépend des situations. Mais... C'est une question d'ego, en fait. C'est que réussir à mettre son ego de côté et à réussir à interpréter une remarque comme étant dans le cadre du travail et non pas personnelle, c'est très difficile. Et une fois que tu arrives à maîtriser ça, c'est tout bénef. Parce que finalement, tu reçois l'information... C'est dans le cadre du travail, c'est pour ton rôle, c'est pour le personnage, c'est pas contre toi, c'est contre l'interprétation que tu as du personnage. Ok, c'est cool, on avance, on travaille, c'est un échange, finalement. On en revient à l'échange du début. Ouais. Et parfois l'ego, ça peut être là pour te protéger aussi un peu. Aussi. Mais bon, pas trop non plus. Enfin, tu vois, en fait, c'est pas bon de ne pas avoir d'ego du tout. Tout comme c'est pas bon d'en avoir trop non plus. Ouais, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil avec les questions d'extrême, quoi. Ouais. Les questions d'extrême sont quelles qu'elles soient finalement. Les extrêmes sont jamais bons. Pareil pour la nourriture. Pareil pour tout, hein. Oui, finalement, pareil pour tout. Je prends l'exemple de la nourriture pour pas prendre un autre exemple, mais. De la quoi, sinon? De la politique? J'y ai pensé. Je voulais le dire et je t'en. Non, même moi j'ai la flemme d'en parler ce soir, j'ai pas envie. C'est clair. Surtout que bon. Surtout en ce moment, ça part un peu dans tous les sens, donc tant mieux. Clairement. Tant mieux qu'on n'en parle pas finalement. Ouais.
Bah, en vrai, on pourrait, mais le problème, c'est que j'ai pas du tout les clés pour avoir une argumentation très solide dans ce que je dis, tu vois. Moi non plus. Du coup, tu t'arrives dans le doublage, t'as ça qui s'est passé par un mec complètement con qui t'a écrit ça. J'ai d'abord fait une deuxième école. Ah ouais, t'as fait une école après ? J'ai fait une deuxième école à Montreuil qui venait d'ouvrir ses portes, qui s'appelle la Générale. Et en fait, la spécificité, c'est qu'il y a très peu de classes, dans le sens où à l'ouverture, on était la seule classe. Et comme l'école n'était pas connue, on était 9 ou 10 dans la première classe. Et en fait, la spécificité de l'école, et je la trouve incroyable pour ça, c'est qu'il y avait 3 sections, toutes avec très peu d'élèves finalement, qui étaient la section comédie, la section costumier et la section réalisateur. Et en fait, les 3 étaient un peu interconnectés. Chacun avait des projets qui nécessitaient les autres sections. Okay. Donc en fait, on a tourné des courts-métrages, on a fait les mannequins pour les costumiers pour qu'ils prennent nos mesures et qu'ils fassent des costumes. On a joué une scène en costume sur scène devant l'école. Et c'était 2 ans trop bien, finalement. Donc là par contre, c'était vraiment un très très bon souvenir. Même si forcément, comme ça suivait le cours Florent, j'oscillais plus entre les moments de down en me disant je suis... qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais là ? Ils avaient raison, pourquoi je continue à m'infliger ça ? Et d'un autre côté, non, j'ai envie de faire ça. Enfin, bon. Voilà, je vais me passer moins de temps dessus sur cette école-là parce que c'est de très bons souvenirs. J'ai pas grand-chose à raconter de plus que j'ai appris énormément dessus avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de sujets différents. C'est cool que tu aies pu rebondir là-dessus après ça, quoi. Ouais, en plus, ça m'a amené à des rencontres. C'est là que j'ai rencontré... une personne qui est devenue un de mes profs de chant que je considère comme une personne extraordinaire qui s'appelle Samuel Senet. Ok. Franchement incroyable et très 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 bon souvenir de cette école et c'est suite à celle-là que j'ai commencé effectivement à prospecter exclusivement en doublage parce que j'étais encore un peu meurtri de cette expérience au cours Florent finalement. Ok. Ouais. Donc en fait, le doublage, c'est venu un peu comme une façon de te reconstruire. Enfin, comment tu perçois le doublage après ça ? J'ai toujours gardé l'objectif initial finalement parce qu'avant de commencer mes cours, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Je voulais devenir comédien pour faire du doublage à la base. Et c'est vraiment en reprenant des cours que je me suis dit non, en fait, c'est très dommage de se cantonner à ça pour retourner j'ai envie de faire du doublage. Que de ça. Donc en fait, je pense pas que je me disais qu'il fallait que ce soit un moyen pour moi de me reconstruire. Oui, c'était pas conscient, ouais. En fait, c'est juste que je me suis dit, j'avais juste cet objectif de il faut que je réussisse à y arriver pour que je réussisse à y arriver, oui. Pour je crois que j'étais dans un esprit un peu de vengeance aussi pour dire non mais attendez une minute, je vais leur prouver moi que je suis capable. Un peu par rapport au début avant le stage d'entrée, quoi. J'étais vraiment, non, mais je vais leur montrer, je vais te montrer de quoi je suis capable. Non, je suis capable de jouer la comédie d'une manière ou d'une autre, ils vont voir. Puis finalement, en fait, ce sentiment a disparu petit à petit et j'étais juste en train de me concentrer sur moi-même et en fait, ça revenait de manière lancinante quand je faisais des petites formations, des petits ateliers pour rencontrer des DA, pour pratiquer, des ateliers doublage, quoi, où en fait... très souvent, très 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 souvent, les ateliers se terminaient par « c'est vraiment bien, les retours, c'est vraiment bien ce que tu as fait » sans que ça embraye sur autre chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est chiant ça. Donc en fait, en temps normal, une personne normale dirait « bon, c'est comme ça, peut-être que quelqu'un est plus dans le métier depuis longtemps et qui disent c'est comme ça que ça fonctionne ». Je l'ai appris des années plus tard, mais au début, j'étais vraiment « non, ça recommence, c'est juste que c'était pas assez bien, il faut que je travaille, il faut que je travaille encore plus. » C'était un cercle vicieux, quoi. Et le cercle vicieux, il s'étendait à quand quelqu'un te faisait confiance, parce qu'il estimait que tu avais le niveau, même là, c'était « ah oui, t'es sûr ? Ah oui, mince, je peux te la refaire si tu veux. D'accord, excuse-moi. Pardon. » Je m'excusais, et je m'excuse encore parfois d'être là. Avec les personnes avec qui je travaille pour les premières fois, je suis pas bien quand je vais en plateau. Ouais, surtout que parfois, il y a des directeurs artistiques qui disent pas forcément quand c'est bien et qui font juste « ok, suivante ». Bon, heureusement, ça m'est pas arrivé. C'est rare en vrai. La plupart du temps, ils disent que c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai maintenant, quand on me dit que c'est bien, je me dis ok. De toute façon, cool, ça veut dire que t'as changé ta vision sur ce truc. C'est à force de se faire un petit peu remonter les bretelles gentiment par les directeurs et directrices artistiques qui te disent « oh, attends une minute, hein. C'est pas toi qui décides si c'est bien ou pas. »
Si j'ai validé, c'est que c'est bon. D'accord. Ok, c'est donc au bout d'un moment, tu fais bah oui, c'est ok. Ouais. Tu retournes t'asseoir, même si tu te dis, ça m'arrive très souvent de retourner m'asseoir et de me faire ah, j'aurais peut-être pu la jouer comme ça. Bon, c'est validé. Ouais. Voilà, donc ça a évolué quand même le discours entre le début et maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, je me cherchais pas. C'était pas vraiment un moyen de me reconstruire. Oui, parce qu'en fait, tu t'avais ce plan déjà depuis le début, donc c'est. Oui, finalement, en fait, c'était. C'est pas un truc de dépit, pas du Non. tout, parce que c'était ton truc de départ. Non. Mais tu t'es totalement. dit, bah, ça tombe bien, quoi, en vrai. Oui, en fait, je me suis un peu complet dans ça. Puis que. Se complaire. Je me suis un peu complété dans ça. Ouais. C'est qu'en fait, Ouais, en vrai, si j'avais pas eu tout ça, ce problème, j'aurais prospecté un peu partout. J'aurais pas mis mes œufs dans le même panier. Là, ça m'a permis de me concentrer sur ça et de quasiment passer mon temps à réfléchir à ça pour le meilleur et pour le pire. Ok. Donc, tu commences un peu à assister. Comment tu commences à voir un peu tes rôles, par exemple... comment, par exemple, t'es arrivé à faire le rôle dans Alice in Borderland? Comment ça s'est passé? Et ben justement, c'était suite à une formation que j'ai faite chez Titan. Chez Titan, c'est... faut savoir que de par ma nature, je déteste démarcher. Je suis... J'allais en parler de ça. Ah, pour moi, c'est un enfer. Ah ouais, c'est horrible. C'est un véritable enfer. Je suis vraiment, en fait... j'avais beau arriver une demi-heure avant 9h30, le début de la session. J'attendais que les DA arrivent. Et au moment où j'arrive, il y avait d'autres comédiens qui, eux, voulaient assister, qui arrivaient. « Salut, tu vas bien ?» Qui disent bonjour aux DA, qui assistent. Et toi, tu fais... Ah ouais, non, c'est dur. J'arrête de m'écouter, je vais me retourner dans ma maison. Ouais. Et en fait, je devais forcer constamment ma nature, ce qui pour moi, c'était très, 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 très compliqué. C'est Même dur d'être introverti dans un milieu où parfois ça passe sur la sociabilité, sur le relationnel. Ouais. C'est dur. Hein. Ouais, constamment. J'ai même parfois l'impression d'avoir tellement été une personne différente, mais pas non plus fausse, mais d'être tellement radicalement différente de ce que je suis, qu'il y a des moments, je me demande, mais je sais quoi ma vraie personnalité, quoi. Je suis qui réellement? Par rapport à quand tu démarches, tu veux dire, apparemment, à ce que tu présentes quand tu es dans le milieu pro? Bah en fait, il faut trouver un équilibre entre être là, mais pas en faire trop. Ouais. Si t'es trop effacé, on se souviendra pas de toi. Surtout en plateau d'ambiance ou même ou quoi, on ne se souviendra pas de toi. Même tu vas démarcher, tu vas assister, tu montres ta tête dans les studios. Tu croises un DA, si t'es pas si t'es timide, réservé dans ton coin, on va pas se souvenir de toi et on va t'oublier. Mais aussi, on va chercher à t'oublier si tu l'es trop. Donc en fait, faut trouver cet équilibre. C'est toujours un équilibre. C'est toujours un jeu d'équilibriste en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait. De mémoire, j'ai toujours été quelqu'un de... J'ai peur de déranger H24, constamment. Même des gens de ma propre famille. Je me souviens que je disais « Ah, j'aimerais bien utiliser l'ordinateur de mon parrain. » Et mes parents « Bah vas-y, va lui demander. » « Non, j'ose pas, j'ai peur de le déranger. » En vrai, j'avais peur de lui. Parce que quand tu as 10 ans et qu'il mesure 1m93, tu as un peu peur, quoi. Mais en vrai, j'avais peur de déranger constamment. Et en fait, forcément, je me retrouvais dans un coin et... Le fait de forcer sa nature, c'est obligé d'être là. Bonjour, sans s'excuser non plus, d'être... moi, c'est mon propre de m'excuser, tout le temps. Même en plateau, quand je vais travailler avec quelqu'un, je suis là, pour la première fois, je suis là, bonjour, voilà, c'est moi, vous allez bien, oui, oui, merci beaucoup, bon, à bientôt. Et après, je m'en vais, je fais, oh mon Dieu, j'espère que j'ai pas dit un truc. Oh là là. Donc, c'est ça, en fait, qu'au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quoi vraiment ma vraie personnalité ? Et c'est dur, parfois. En fait, c'est chiant parce que dans les métiers comme ça, ça joue de ouf, en fait. La prestance, comment tu te présentes, etc. C'est un énorme facteur. Ouais. Et pour tous les introvertis, les timides, les réservés, c'est horrible, quoi. C'est pas impossible. C'est juste difficile. Ouais. Il faut, en fait, finalement, trouver des manières différentes de ça. C'est que le démarchage en physique,
ne marchera pas forcément avec les introvertis parce que c'est une tannée, on va dire ça comme ça. Mais du coup, il y a d'autres moyens de démarcher, il y a d'autres moyens de se faire connaître, il y a d'autres moyens de réussir à faire son trou. Exactement. Donc, limite, je dirais que c'est plus difficile que pour les extravertis et les personnes à l'aise socialement, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Mais il ne faut pas lâcher, c'est juste ça le principe. Clairement. Donc du coup, comment est-ce que tu as passé un essai pour Ah oui, c'était ça, on était sur Alice in Borderland. Du coup, en fait, Annabelle Rouge, je l'ai rencontrée en formation chez Titan. Voilà, c'était une des rares personnes, parce que j'ai dû faire 30 ateliers entre Rhinocéros, Titan. Il faudrait que je me dise que pour rencontrer d'autres personnes, il faudrait que j'aille chez Titra aussi faire j'ai tenté plein d'ateliers et j'en ai fait beaucoup. Et sur une trentaine, il y a 5 ou 6 personnes ont dû m'appeler suite à ça, dont Annabelle Roux, chez Titan, où là, c'était toute une journée, où voilà, on se rencontrait, on a pu discuter entre midi et 2, donc c'était une vraie rencontre toute la journée. Et suite à ça, elle m'a appelé sur post-Covid, parce que c'était avant le Covid, ça, post-Covid sur des ambiances sur 13 Reasons Why, sur d'autres 1 ou 2 produits, puis ensuite elle m'a donné un petit rôle dans un film, et au fur et à mesure, elle m'a fait prendre du galon finalement assez vite. Et tout ça pour en arriver à Alice in Borderland, où elle m'appelle. À ce moment-là, j'étais entre 2 eaux, je vivais chez ma tante parce que j'avais lâché mon appartement où j'habitais avant, et j'en cherchais un autre, c'était une période assez compliquée. Mais du coup, j'étais chez ma tante à ce moment-là, elle m'appelle, elle me dit « Oui, voilà, je pense à toi pour un rôle, pour une série japonaise, très très bien. Donc on fait des essais, mais par contre, on les fait pas sur place. » Ah ouais ? J'étais ah bon, d'accord. Putain, c'est ouf. Et en fait, cet essai, c'était un essai, mais je l'ai passé à distance. Où en fait, j'étais chez moi avec mon micro et elle m'a envoyé le texte de la scène d'essai sans contexte, sans rien. Ouais, c'est hyper exceptionnel de faire ça dans le doublage. Non, surtout avec les clauses de confidentialité. Exactement. Si tu dis une phrase, il y a un groupe qui vient te tuer dans la rue. Mais là, en fait, c'est juste, elle m'a juste dit le nom du perso, le nom de la série et elle m'a envoyé le texte sans rien me dire de la scène, sans rien me dire de la série ou quoi. Et j'ai passé mon essai à distance en envoyant une première prise. Elle m'a fait un retour en disant « Tu devrais plutôt faire comme ça et fais attention à ça. » Donc j'ai renvoyé une deuxième prise. Elle m'a dit « Nickel, je l'envoie au client. » Et du coup, elle m'a recontacté plus tard pour me dire que c'est moi qui avais eu le rôle de Chichiya dans Alice in Borderland. Je savais pas du tout que tu avais passé l'essai à distance. C'est ouf. Ouais. Et ce qui était drôle, en fait, c'est qu'il y a des moments comme quoi le syndrome de l'imposteur, tout ça, je me dis que même là, j'avais l'impression d'être une fraude. Parce que, en fait... Non, mais tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Comme elle m'a dit le nom de la série et qu'elle m'a dit le nom du perso, j'ai regardé s'il y avait déjà des médias qui existaient pour voir le perso, finalement. Et j'ai vu qu'il y avait... c'est un manga à la base, donc en fait, j'ai vu qu'il y avait des OAV, c'est donc 3 épisodes qui ne sont pas une série, mais des trucs indépendants, des hors-séries en DVD, mais qui adaptent quand même le manga. Et je me suis dit, oh, ils sont dispo sur YouTube, je vais les regarder. Je les ai regardés et je tombe sur l'arrivée de mon personnage, cette scène, et je vois les sous-titres et je fais « Attends une minute. Eh mais oui, c'est la scène que j'ai en essai. » Et t'as vu que c'était différent ? En fait, le texte était légèrement différent, mais du coup, j'ai vu la personnalité du personnage et j'ai fait « Ok, très bien. » Et heureusement que tu l'as pas vu avant de faire l'essai. Je l'ai fait avant l'essai. Ah, tu l'as vu avant l'essai ? C'est pour ça que je dis que je suis une fraude. Mais en vrai, non, c'est juste intelligent. Oui. C'est juste malin, en vrai. Comme le perso, finalement. Mais... c'est un rôle pour toi. Non, mais tu vois, c'est juste... Tu vois, ça veut dire t'as mis des efforts là où quelqu'un ne les aurait pas mis, t'as eu le rôle. Ouais, en vrai, non, c'est juste bien fait. Hein. C'est juste que sur l'instant, en fait, forcément, j'étais là... Enfin, c'était mon deuxième essai coup sur coup que je réussissais après Thorfinn. Et j'avais pas encore enregistré Thorfinn. Et vraiment... C'était du coup mon premier très très gros rôle ever en doublage. Donc forcément, j'étais waouh, ok. Forcément, c'est pour là que je me dis que j'étais une fraude. J'ai eu un rôle parce que j'ai un peu hacké le système. Dans le sens où normalement, en doublage, t'arrives, tu passes l'essai, tu connais pas le produit, tu sais pas ce que c'est. T'arrives, on te dit c'est ça, c'est ce perso, tu as
Comme un vrai mais- doublage, tu fais ta scène, tu fais 2-3 prises, merci, au revoir. Ouais, mais là, c'était pas comme Et là, ça. je l'ai préparé. J'avais un petit... je me suis créé un avantage par rapport à d'autres. Mais avec le recul, Après, les autres, ils auraient pu le faire aussi. peut-être. Bah, clairement. Ouais, Et vous êtes partis des mêmes cartes, hein. c'est vrai. Peut-être en a fait quelque chose et voilà. Mais maintenant, avec le recul, en voyant la deuxième saison d'Alice in Borderland et de voir, en fait, j'aime pas me jeter de fleurs ou quoi, mais en fait, Jette-toi des fleurs, Benoît. Je t'en très bien. supplie. Ok, on n'en a pas ici, mais ok. En gros, en fait, en voyant je suis revenu sur la deuxième saison, c'était tellement de naturel, c'est comme si je l'avais jamais quitté, qu'en fait, je me suis dit, ouais, ok, c'est moi, finalement. En fait, c'est un rôle pour moi. Je le mérite, peut-être. Mais du coup, j'étais... Ok. Tu le mérites. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, j'ai peut-être bien fait de forcer un peu le destin parce que le nombre de fois on m'a dit ouais, bah en fait, j'aimerais bien te mettre sur un truc, mais je sais pas sur quoi te mettre. Mais c'est vrai que t'as une voix où on a du mal. Justement, le doublage, c'est d'ailleurs un peu comme le ciné. On te trouve des emplois, tu vois, Ouais. selon la voix, selon l'énergie que t'as et tout. Et c'est vrai que t'as une voix particulière, mais c'est tellement ta force, tu vois. C'est tellement un point fort. Parce qu'en vrai, on a des amis comédiens, même comédiennes, qui ont des voix plus simples, qui passent un peu partout, qu'on pourrait ne pas reconnaître, et qui souffrent aussi de cette... C'est vrai. de cet anonymat-là, tu vois, dans la voix. Mais c'est vrai, mais tu vois, du coup, je prends un malin plaisir à surprendre les gens vis-à-vis de ça. C'est que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus jouissif, en tout cas pour ma personne, quand d'un seul coup, on te met sur un truc où on te dit, oh, je sais pas si c'est ton emploi ou quoi, mais vas-y, on tente, Ouais. et que je le fais, et qu'ils font, ah ouais, ah, je pensais pas que tu étais capable de trucs comme ça, c'est très... J'étais... Bon, ça marche pas toujours, évidemment, mais quand ça marche, c'est de la genre, tu vois. Ouais. Je t'ai entendu sur des jeunes, et oui, t'as ce truc de... on peut ne pas trop te reconnaître aussi. Ta voix est reconnaissable, mais ton énergie elle est tellement différente pour des personnages plus jeunes, par exemple, Ouais. que ça marche hyper bien, en fait. Ouais, mais moi j'avais un exemple de ça qui a surpris tout le monde, y compris moi-même d'ailleurs. C'est qu'en fait, c'était une de mes premières ambiances sur un animé. C'était le premier film My Hero Academia. Et en fait, à ce moment-là, on était 3 garçons, 3 filles, et on enregistrait le film comme ça avec Mélanie Anne. Je lui fais de gros bisous. Du coup, en fait, donc forcément, c'était des ambiances où à chaque fois que tu avais un personnage masculin, on écoutait la voix, ça correspondait à plutôt... Elle avait pris 3 types de voix différentes, donc une voix un peu qui pouvait aller dans les graves, une voix médium un peu comme la mienne et une voix un peu plus légère. Et donc, en fait, on regarde, donc toi c'est pour lui, ah c'est un duo, donc c'est toi et toi, ok très bien, ça c'est lui. Et à un moment, il arrive ce perso, c'est un personnage qui se transforme, c'est une sorte de chimère qui se transforme en oiseau un peu, enfin il a une tête d'oiseau à un moment je crois, pour moi c'est une tête d'oiseau. Et je le vois et je fais, je peux le faire. Et je savais pas du tout ce que ça allait donner, c'était vraiment une première fois quoi. Et du coup elle me dit, bah oui vas-y. Je le fais et il y a un truc qui sort. Je vais pas le faire ici parce que c'est un truc très dans la gorge, très, très aigu, limite suraigu, quoi. Et ça passe super bien. Et vraiment, je me retourne et là, t'as tout le monde. Wow, je savais pas que t'étais capable de faire des trucs pareils. Je fais, ben moi non plus. Donc c'était très très drôle. Est-ce que toi aussi, juste avant que ta phrase elle arrive, parfois tu sais pas quelle énergie tu vas donner à ton perso. Oui, Genre c'est vraiment souvent. un truc tellement instantané que 5 secondes avant que la bande rythmo elle arrive, tu es en mode je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. C'est ça. C'est ça. Au début, c'était très souvent comme ça. J'étais vraiment... Il y a des fois, c'est naturel, ça coule de source, mais il y a d'autres moments, tu te dis, waouh, pourquoi? Mais c'est pas du tout, waouh, c'est quoi cette énergie? Je vais faire quoi? Et en fait, c'est juste s'imaginer être la personne, ça, ce qui sort, c'est souvent ce qu'il faut faire, finalement. C'est, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, je sais pas, je suis pas hyper clair moi-même là-dessus. Tu veux dire que moi, ce que j'interprète dans ce que tu me dis, c'est que c'est dans l'immédiateté qu'on trouve
Ouais, c'est une sorte d'instinct. Oui, en voilà, fait. c'est ça, tu vois. Ouais, C'est une dans sorte, l'immédiateté qu'il y a un truc qui sort, tu sais pas d'où, mais en fait, parfois, c'est assez juste. Ouais, parce qu'en fait, à partir du moment où l'énergie... C'est plus problématique si effectivement tu te dis je ne sais pas du tout ce qui joue. Là, Oui. si tu ne sais pas du tout ce qui joue, ça va être très compliqué de la trouver. Mais si par exemple, tu as une forme de... Tu ressens une colère avec des sanglots, si tu te dis waouh, comment je vais le jouer, c'est déjà un peu perdu. Alors que si tu commences en te disant ok, colère, sanglot, tu te mets déjà dans une sorte d'état préalable avant que ça commence, et en fait, ce qui sort, c'est ce qui sort. C'est pour ça que je parle d'instantanéité, quoi. C'est qu'en fait, et c'est moi qui dis ça en termes de cerveau, c'est qu'il faut débrancher le cerveau, il faut le brancher pour analyser les intentions de la personne, regarder les yeux, enfin, ce que la personne joue et se souvenir au maximum. Tu peux pas te souvenir dans des boucles d'une minute de tout, mais au moins te souvenir que à ce moment-là, il y a une rupture, au moins les gros points importants. Et une fois que tu as analysé ça, généralement, comme tu enchaînes avec l'enregistrement, c'est de la mémoire immédiate. Donc, tu n'as pas besoin de te dire « Attends, c'était quoi déjà ça, à tel moment ?» En fait, qu'au final, ça revient tout seul. Donc, c'est à ce moment-là que tu éteins le cerveau, mais le cerveau n'est jamais vraiment éteint finalement. Mais, oui, clairement. Et c'est ce qui sort. De toute façon, à la limite, le DA, si tu es vraiment hors sujet sur une rupture, une intention, que tu as oublié un appui ou quoi, bah, il va te dire la première est bien, la deuxième ok, on refait la deuxième, juste la deuxième. En fait, en vrai, il y a toujours moyen de moyenner. Ouais, finalement. Clairement. Donc en fait, ouais, c'est qu'au début, j'analysais tout ce que je faisais. Mais vraiment, même à la barre, j'étais vraiment en train de me dire waouh, ok. Juste après une réplique, je faisais vraiment la mouvement de tête, genre. J'aurais peut-être dû la jouer d'une autre manière, alors qu'il y a la deuxième qui arrive juste après. Mais j'analysais déjà ce que j'avais fait, mais j'étais plus dans... Et ça devenait plus mécanique. Ça, c'est dur. Hein. Quand t'intellectualises trop, c'est un peu un cercle vicieux après. Genre, t'as un peu du mal à te sortir de ça. Ouais, ça me le fait encore aujourd'hui quand j'ai des phases de doute sur mes capacités, quoi, qui sont finalement plutôt régulières. Mais ouais, ça arrive... ça m'est arrivé très récemment, où j'avais une réplique, je me suis trouvé très très nul, faut le dire comme ça. Je suis sorti de là, j'ai fait je sais pas ce que je fais je sais pas pourquoi je fais ce métier. Voilà. Ça, c'est la phrase typique qu'on dit après une mauvaise session. C'est ça. Pour une phrase, j'étais vraiment bon. C'est fou quand même à quel point notre légitimité, elle est tout le temps bousculée à gauche à droite, quoi. À chaque fois. Je connais très très peu de comédiens dont ils se sentent 100% légitimes tout le temps, quoi. Et au final, en fait, les personnes les comédiens qui doutent de leur légitimité, finalement, et là je le répète, c'est moi qui vais dire ça, les personnes qui doutent de leur légitimité, les autres ne doutent pas de la légitimité de la personne. Ouais, c'est ça. C'est ça. On m'a répété très souvent, et à juste titre, et il faut vraiment que j'arrive à me le rentrer dans le crâne une bonne fois pour toutes, si vraiment une personne n'est pas légitime, eh ben, elle ferait pas ce métier. Enfin, elle ne durerait jamais dans le métier. C'est ça que je veux dire. C'est sûr. C'est que moi, on m'a dit si t'es aussi peu légitime que tu ne le penses, si t'es pas aussi légitime que tu ne le penses, ben, tu serais pas encore là après 6-7 ans. Ouais, clairement. En fait, je crois que quand t'es artiste, c'est les autres qui te... C'est toi-même, évidemment, tu vois, mais c'est les autres qui font que tu t'arrives toujours à garder ce sentiment de légitimité de « Non, j'ai ma place ici, tout va bien, tu vois. » Ouais, et c'est encore, à mon échelle, extrêmement pernicieux de se dire ça, alors qu'en vrai, on me fait confiance, on me donne des rôles principaux, des rôles moins importants, mais on m'appelle, mais du coup, comment... Enfin, je ne devrais plus... je n'aurais plus à douter de ça, et pourtant, je continue. Ouais. Comme quoi, j'ai la tête dure, vraiment, têtu. Ouais. Mais après, tu vois, j'ai l'impression que c'est un cerveau d'artiste en bonne santé de douter. Tellement c'est commun, et tellement, en fait, ça t'aide à garder les pieds sur terre et à pas
Tout va bien alors. Non, mais c'est pas bien, c'est pas bien du tout de le faire. Oui, je vois ce que tu veux dire je... en vrai. Ouais, c'est qu'une personne qui ne doute pas, c'est une personne qui se remet pas en question finalement. Bien sûr, mais le problème c'est que les gens qui doutent trop, c'est de nouveau cette histoire d'équilibre. Totalement. C'est fou, ça va être la troisième fois qu'on parle de ça. C'est le mot d'ordre de ce podcast. S'il avait un titre, ce serait ça. Le yin et le yang. Ça, c'est beau. Je sais. Comment c'est venu à toi le rôle de Thorfinn dans Vinland Saga, parce que c'est un animé, c'est un bel animé. Oui. Un bel animé. Ah oui, Vinland Saga, c'est vraiment une œuvre incroyable. Lisez-la, regardez-la sur n'importe quelle plateforme d'ailleurs. Je ne suis pas obtus. Je vais pas être en mode regardez ma version. Regardez notre version, la version chrétienne, mais regardez la nôtre quand même. Dans le sens où j'espère que si j'ai un invité qui a fait la version Netflix, je vais être en mode ouais, regardez aussi la version Netflix, elle est pas mal. Ouais, en vrai, j'avais envie de raconter un truc à ce sujet. Enfin, je pense que tu vas poser la question. Peut-être, je sais pas, on verra. J'ai pas prévu de question par rapport à ça. D'accord, très bien. Parce que je me suis dit, si t'as envie d'en parler, c'est à toi de m'en parler. Bah, j'avais envie d'en parler. Donc, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que Grégory Lenné, que j'embrasse aussi, qui m'a donné des rôles incroyables, m'appelle à un moment pour me dire je te fais passer un essai sur un animé de Vikings. Et je fais d'accord, très bien. Donc forcément, moi, qu'est-ce que je fais ? Je regarde les animés de Vikings qui n'ont pas été doublés en français, qui existent et qui sont plus ou moins récents. En me demandant. Toujours la même stratégie. Voilà, exactement, toujours un peu la même stratégie. Et je me dis, ok, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Et donc forcément, ça s'est assez vite... Voilà, j'ai assez vite découvert du coup que c'était Vinland Saga en me disant bon en fait ça peut être que ça et j'étais non il va quand même pas me mettre sur le rôle principal et en fait si du coup je viens passer l'essai à Timeline Factory et vraiment je passe l'essai. Première scène, c'est une scène de colère un peu retenue. Là non plus c'est un énorme spoil du début de la série donc je vais pas dire ce qui se dit dedans, mais je fais cette scène là où je suis en duel contre quelqu'un. Et c'est vraiment, il me dit quelque chose qui m'énerve, mais au plus haut point. C'est une colère très retenue. Et c'est là que je vois que le personnage est une petite boule de rage comme ça contenue. Et j'ai fait, bon, c'est pas moi. Je vais quand même y aller à fond, je vais quand même donner tout ce que j'ai, mais je suis sorti de là vraiment. J'ai eu une deuxième scène où là, pareil, c'est une scène un peu plus d'exposition, où je dis quelque chose et que je finis par une sorte de mépris envers la personne avec qui je parle. Et je sors de là, je remercie, je m'en vais, je me dis bon, voilà, ce sera pas moi. Et ça a été moi. Ça a été moi. Donc j'étais d'accord, bon, ok, cool. Et je viens enregistrer la première saison. Et là, juste avant de l'enregistrer, on me dit, je sais plus si c'est Greg ou le patron du studio, Valentin, qui me fait, par contre, on te doit de te tenir au courant, mais en fait, il va y avoir 2 versions françaises. Comment ça ? À ce moment-là, vraiment, c'était le premier essai que je venais d'avoir. J'ai peut-être dit une connerie tout à l'heure avec Alice in Wonderland, mais en tout cas, les deux étaient dans la même période. Ouais. Du coup, c'était vraiment le premier essai ever C'était en 2021 que j'ai enregistré, donc en 4 ans. Ou le premier essai sur un peu moins d'une dizaine, que je réussis. Donc moi, j'étais, ouais, trop bien, incroyable. Et là, on m'a dit, t'as une deuxième version. Je fais, comment ça ? Et en fait, j'ai jamais eu vraiment la raison exacte à pourquoi il y a eu ce micmac avec 2 versions. Mais c'est pas un peu comme un délire à la Chicken Run où il y avait probablement. Où il y a 2 distributeurs ou je sais pas quoi. Là, en fait, c'est qu'à la base, la série était sur Amazon Prime, enfin Prime Video. Et elle était disponible qu'en VO sous-titré français. Et je sais pas, c'est une rumeur comme quoi, en fait, c'est Amazon qui a vendu les droits, mais des droits différents à 2 distributeurs, Netflix pour le streaming, et à ce moment-là, la première saison, c'était Kazé, qui est devenu Crunchyroll, mais c'était pour une sortie DVD Blu-ray. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une question de droit, de type de droits qui ont été vendus, et Netflix a tendance à ne pas acheter les versions françaises quand c'est eux qui ont les droits d'un truc, ils font leur propre version. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a eu 2 versions, une Netflix et une pour les DVD Blu-ray de Crunchyroll. Ce qui fait que quand il y a eu la 2e saison, petite parenthèse, forcément, Crunchyroll a diffusé la série en simultané avec le Japon.
Et ils ont fait aussi un simuldub. Ce qu'on appelle un simuldub, c'est le doublage simultané toutes les semaines. Ce qui fait que, en fait, on a doublé en simultané la deuxième saison, ce qui n'était pas le cas pour la première, où on l'a doublé d'une traite. Mais du coup, en simultané, toutes les semaines. Mais Netflix aussi, en parallèle, faisait la même chose. Donc là, c'était un peu différent. Du coup, il y avait 2 doublages simultanés pour la deuxième saison, mais pour la première, les droits étaient différents. Donc peut-être que c'est ça qui a joué. Et du coup, j'apprends ça, et je me dis, chiant, mais c'est pas grave. Je suis là pour le boulot. Je vais donner mon maximum. Je vais y aller à fond. Et j'ai enregistré la saison 1 comme ça, en sachant cette information. Et après, c'était un peu narcissique peut-être, égoïste de dire ça, mais j'étais vraiment en train de me dire, pour moi, c'est une sorte de porte-étendard, finalement. C'est que moi, je commence, c'est mon premier gros rôle. Ça va potentiellement lancer ma carrière. Je vais avoir une vitrine à montrer. Un rôle comme ça, si je suis bon dessus et qu'on me considère comme bon, ça peut être, je vais utiliser le terme clutch, parce que j'ai plus le terme français, mais bénéfique pour moi et pour ma carrière. Et je me dis, bon, ok, cool. Il faut que la série et que le casting sortent avant la version Netflix. Pour ça. Et je me suis dit ça. Et au final, la série Netflix, la version Netflix a été diffusée avant la version française, mais sur Netflix Japon. Ok. La version doublée était disponible, il suffisait d'utiliser un VPN et d'aller sur Netflix Japon, et tu pouvais avoir la version française. Ce qui fait que quelqu'un a récupéré les épisodes et les a mis sur YouTube de la version Netflix. Okay. Donc tout le monde a découvert la version Netflix avant la version Crunchyroll. Et c'était c'est un peu chiant parce que ça tend à la comparaison et c'est totalement relou, quoi. Totalement. Mais ça dessert les comédiens de Netflix et les comédiens de Crunchy, je trouve. Tu vois, c'est chiant, quoi. Tu vois, quand tu partages un. J'ai plutôt tendance à dire que ça dessert plus le Crunchyroll que Netflix, parce que finalement, dans l'inconscient collectif, oui, Netflix, c'est Vinland, c'est Netflix. Vinland égale Netflix. Oui, ouais. Et c'est pour ça que je vais dire peut-être un truc qui va peut-être paraître ingrat, mais ça l'est pas, vraiment. Mais je ne considère pas Thorfinn comme mon rôle. Je vois ce que tu veux dire. Je comprends qui m'appartient. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, parce que vraiment, en fait, et c'est aussi un peu malsain de ma part, et j'en ai conscience, que j'ai pas arrêté de regarder les retours que je voyais sur les réseaux sociaux constamment. Et ça faisait mal quand même de lire, alors que ces personnes-là ont écouté les 2 versions, mais peut-être pas dans leur entièreté. Je sais pas, je suis pas dans leur tête, et puis c'est pas mon boulot. C'est aussi un peu mon désir malsain d'être aimé, quoi, comme je le disais tout à l'heure. Que en fait, je voyais les retours du genre non, de toute façon, ça sert à rien que je regarde la version Crunchyroll, elle va être claquée au sol de toute façon comparée au casting 5 étoiles de Netflix. Bah ouais, mais c'est Netflix, c'est la prestance de Netflix, voilà. C'est ça à cause de ça. Mais quand tu vois aussi le casting aussi de la version de Fuzia, je comprends totalement ce sentiment. Je veux dire, t'as Féodor Atkin, la voix de Jafar dans Aladdin sur le méchant principal de la saison 1, t'as Richard Darboux en narrateur, t'as Alexandre Nguyen sur Thorfinn, t'as des Covillo, des Gilles Morvan, t'as des pointures incroyables. On se défend, la version Crunchyroll se défend admirablement bien. Moi, je l'adore de tout mon cœur, la version Crunchyroll. Mais forcément, aux yeux du public, avoir des Rolls-Royce et des noms avec qui ils ont grandi, ça joue inconsciemment en plus. Ouais, c'est sûr. Et en fait, on partait perdant très vite sur cette version. Crunchy, c'est un truc plus de niche. Netflix, c'est plus grand public. C'est ça qui fait que aussi. Totalement. Donc ouais, au final, voir tous les avis de personnes, même sur des comparatifs, il y a eu des comparatifs officiels, officieux plutôt, de personnes sur les réseaux qui faisaient des comparatifs sur la saison 2 notamment. Et il y avait beau avoir des ouais, se défend bien la version Crunchy, les versions Crunchyroll se défendent bien, mais quand même Netflix, parce que j'ai découvert la saison 1 sur Netflix. Donc là, je me suis dit bon, en fait. Bah ouais, mais en fait, t'es tombé. C'est rare quand ça. Ouais, c'est très très rare. C'est tombé sur nous. Ouais. C'est pas grave. Il y aura plein d'autres. Il y aura plein d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, oui. Il y en a eu d'autres. Mais il y en aura plein d'autres encore. Ouais. Il y en aura plein d'autres. Touche du bois. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour ça que effectivement, je ne crache pas dans la soupe. J'en serai éternellement reconnaissant à Greg d'avoir pensé à moi sur l'essai, d'avoir eu le rôle, parce que ça m'a
ça m'a forgé, ça m'a formé et ça m'a fait travailler de fou. Je pense que sans la saison 2 de Vinland Saga, j'aurais pas eu tout cet entraînement et j'aurais moins bien assumé Akuma-kun finalement. J'aurais plus galéré, tu vois, je pense. c'est vrai, putain, j'avais quasiment oublié, mais Akuma-kun, c'est un héros, et en plus, c'est sur Netflix, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Annabelle, elle me donne des rôles. Elle me donne des rôles. Quand je disais qu'elle m'a très vite fait confiance, c'est le cas. C'est que vraiment, quand je regarde, il y a eu Alice in Borderland, puis après, il y avait une série américaine qui s'appelle Chicago Party Hunt. Elle me dit, tiens, vraiment, là, elle me fait, tu vois, il y a un personnage principal qui est la contrepartie de l'autre personnage principal qui est joué par Ingrid Donadieu, qui est parfaite dessus. Elle me dit, je ne vois que toi sur le rôle, je le propose au client. Et je te tiens au courant. Je dis, ah d'accord. Et elle me renvoie un message pour me dire, c'est bon, c'est toi qui as le rôle. Je dis, ok. Donc en fait, ce rôle-là sur Chicago Party Hunt, je l'ai eu sans essai. Parce qu'elle a pensé à moi, elle a dit, c'est que toi, je vois que lui. Et effectivement, c'était moi aussi. C'est marrant, mais comme dans la tête de certains directeurs artistiques, tu peux être en mode rôle principal, vraiment être pour te défendre et tout, pour défendre qui tu es, ta voix et tout. Et pour d'autres, tu seras catégorisé à jamais dans les ambiances. À jamais tu feras des ambiances avec eux, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça, tu vois. Et c'est génial déjà. Je dis pas ça en mode je crache dans la soupe aussi, c'est une reconnaissance folle de déjà faire ce métier. Mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui avec certains comédiens qui passent pas le cap de rôle, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que finalement, l'un dans l'autre, je suis éternellement reconnaissant de... Et c'est là que ça me rassure, en fait, de me dire que j'ai un peu ma place, finalement. C'est que... Ouais, là, je vivrais probablement bien moins le fait de ne pas passer le cap. Si j'avais pas passé le cap de rôles un peu plus importants, qui, bon, je le cache pas, sont pas légion non plus, mais c'est déjà incroyable, à mon échelle, d'en avoir. Du coup... ça me donne vraiment l'impression que je crache dans la soupe, c'est horrible. Non, pas du tout. Non, je suis... Ouais, non, tout va bien. Bah écoute, trop bien. Est-ce que toi, un jour, ça t'intéresserait de faire directeur artistique ou pas du tout ? Jusqu'à récemment, pas forcément, parce que je me disais, mon problème, c'est qu'aussi... je fais pas les démarches de m'entraîner. Il y en a qui ont envie de faire ça depuis qui savent qu'ils ont envie de faire ça, même et tout, et qui sont là. Ah ouais, attends, je regarde un truc, ça, je vois bien telle personne, je vois bien lui, et qui vont faire la démarche d'aller sur RS Doublage, d'écouter les différents profils. Ah, j'aimerais bien le tester ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas encore cette démarche-là, et donc je me disais, je n'ai pas la légitimité de le faire. Comme d'habitude. Voilà, exactement. Mais maintenant, je me dis que j'aimerais bien. Peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard, ouais. Peut-être plus tard. En vrai, dans notre génération, si le doublage existe encore dans des... Oui, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser... on parle des intelligences artificielles, hein. On sous-entend les intelligences artificielles. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est on me pose souvent la question, on nous a souvent posé la question entre amis, parce qu'on discute beaucoup de ça, faut pas se cacher, de qu'est-ce qu'on va faire si le métier s'arrête. Et moi j'étais là en mode je n'ai pas envie de revenir dans l'informatique et dans le développement informatique notamment parce que c'est le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans mes études. Et je me suis rendu compte tout à l'heure que même si mon métier de comédien de doublage s'arrête, qui dit que je vais avoir du travail dans le métier de développeur informatique alors qu'on dit que l'informatique est un domaine où il y a toujours du travail. Parce que quand tu regardes, ChatGPT notamment maintenant devient de plus en plus bon, de plus en plus meilleur. Tu lui dis, tiens, j'aimerais bien faire un programme informatique dans tel langage. Est-ce que tu peux ce programme a ça, est-ce que tu peux me faire le code ? Et il te sort le code. Donc, non, mais ça menace absolument tous les métiers. Je ne comprends pas l'utilité de ce truc. Moi non plus. Je ne comprends pas. Et c'est moi qui ai passé du temps sur ChatGPT pour voir jusqu'où il pouvait aller. Parce que par curiosité, parce que je suis toujours fan de nouvelles technologies non plus. Donc, pareil, donc, j'avais envie de tester quand même pour voir, et je l'avoue volontiers, j'utilisais aussi pour le personnel. Je posterai jamais d'images générées par IA sur Internet, mais pour le plaisir personnel, je veux juste voir jusqu'où ça va pour tester, pour voir à quel point. Si tu gagnes pas de l'argent avec ça, tu vois, évidemment, on peut s'amuser à faire des trucs. Je pense pas qu'il faut pas faire la dictature de non, les IA, non. Non, bien sûr. Je pense que ça peut être cool, tu vois, je sais pas, si tu fais un mème, même si je trouve ça dommage. C'est toujours marrant de demander ça à des potes illustrateurs, des illustratrices. Mais par exemple, si tu fais des JDR et que t'as besoin d'un perso comme ça direct, tu peux le générer en IA, je trouve ça cool. Et encore, tu vois, je trouve ça quand même un peu dommage. Mais voilà, tu vois. C'est ça, c'est que quand t'as des amis artistes. Mais quand tu fais un truc qui a
qui a pour but après de gagner de l'argent là-dessus, Non, ouais, ça non. je suis en mode non. Quand c'est au détriment de l'humain Mais ouais, et c'est ça, quoi. de l'intelligence artistique, non, c'est non, je suis désolé. La créativité humaine ne doit pas mourir. C'est ça, hyper important, c'est nécessaire même. complètement. Et typiquement, je veux dire que c'est pas non plus incompatible, c'est que j'ai un exemple flagrant sur ma personne, c'est que ChatGPT, par exemple, en faisant des expérimentations pour voir jusqu'où il pouvait aller, en fait, ça a stimulé ma propre créativité à moi-même. C'est-à-dire que vraiment, j'étais en train de me dire « Ah, mais attends une minute, il m'a suggéré une idée, mais en fait, ça pourrait me faire un scénario de ça, ça, ça. » Et en fait, j'ai noté plein d'idées sur mon carnet parce que j'ai eu juste des échanges du genre « Bah, t'aurais des idées pour une histoire d'amour entre deux personnes ?» Et d'un seul coup « Oh ouais, j'avais pas pensé à cette idée de base. » Et après, il y a tout qui vient, il y a le fil. Et en fait, ça a stimulé ma créativité Ça finalement. peut stimuler, ouais. Je pense juste qu'il faut vraiment avoir une législation de... Oui, non, tu on peux est pas d'accord. gagner de l'argent en utilisant, tu vois, genre... j'espère que ça va bouger. Ouais, on est Enfin d'accord. bref, après on en parle... Enfin, dans le métier du doublage, on en parle tellement de ça que... Oui. que ça devient... Enfin, de toujours dire les mêmes choses pour les... Enfin, tu vois, ça C'est devient ça. un peu redondant, mais... Donc voilà, on verra bien où ça nous mène. Hein. On espère juste une législation rapide de notre point de vue pour que... Je sais plus, j'avais vu ça dans un article très récent où je crois que c'était 23 millions d'emplois qui sont menacés. C'est énorme. 23 millions, c'est tout un écosystème qui va s'effondrer. Je veux dire, imaginons, 23 millions de personnes perdent leur travail. Ils ont plus de revenus, donc le pouvoir d'achat s'effondre, et les personnes qui utilisent des IA pour te vendre des trucs, pour générer des trucs, qui va acheter leurs produits ? Bah ouais, Alors c'est oui, ça va enrichir les personnes qui les utilisent sur l'instant, parce que c'est moins cher en termes de trucs. Mais au final, qui va acheter ? Ouais. Et après, ouais, mais dans ce cas, t'as perdu ton travail, t'as qu'à bosser, je sais pas moi, dans le bâtiment. Pareil, à part les bureaux et les entreprises. D'ailleurs, les entreprises, qui va acheter les locaux puisqu'il y aura moins d'employés ? Ouais, c'est ça. Et après, ok, construire des maisons, mais qui va acheter des maisons puisque t'auras pas l'argent pour les maisons ? C'est un enfer. Ouais. On va... Là, je pense qu'il faut vraiment mettre un cadre à tout ça, quoi. Bah ouais, Obligé. totalement. Et ouais, donc la direction artistique, pour revenir à ça, si le métier existe encore, pourquoi pas ? Je réfléchis de plus en plus. Ok. Mais on verra bien. Ok, intéressant. Écoute, on va tout doucement arriver à la fin de cet épisode. Ouais. C'était trop cool, j'ai trop Ouais. aimé parler avec toi. Moi aussi. Qu'est-ce qui te rend heureux, Benoît Faure ? J'adore cette question. Ah oui, mais tu sais que du coup, comme j'ai écouté le Je sais que podcast, tu lui as calculé la question. j'ai Je calculé te connais, la hein. question et en vrai, j'ai mis beaucoup de temps à trouver une réponse qui Oui. me satisfaisait. Et en vrai, je me suis rendu compte que au départ, je cherchais une réponse dans tout ce qui était matériel. Genre, par exemple, un objet ou l'argent ou, je sais pas, un truc physique, tangible. Et je n'arrivais pas à trouver de trucs dedans. Et je me suis rendu compte, en fait, que ce qui me rendait heureux, c'était les bonnes relations. Les bonnes relations humaines que tu as avec les gens et les moments que tu passes avec les gens. Ça, c'est impérissable. Ouais. Et je veux dire, c'est un sentiment indescriptible de rentrer chez toi après une bonne journée entre amis ou une bonne soirée entre amis. Tu te couches, tu es juste heureux d'avoir passé du temps avec eux, d'avoir discuté, d'avoir été... Mais limite, si tu n'as pas pris de photos, tu t'en fous. Parce qu'il y a tout qui est dans ta tête. Et en vrai... Ça te nourrit le cœur. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est qu'en vrai, il y a rien qui me rende plus heureux. Et quand je dis les amis, il y a aussi évidemment les moments en famille. Et évidemment, il y a... Mais même les moments professionnels, en plateau, en fait, tout ce l'humain est un être social finalement. Donc, c'est un introverti qui dit ça. Même les introvertis ont besoin de relations sociales. Et quelles qu'elles soient, les bons moments passés en plateau, en famille, au repas, c'est incomparable finalement. Après, je dis pas que tout est rose non plus et que moi j'ai la chance de m'entendre très bien avec ma famille proche et avec le peu d'amis que j'ai vraiment. Et j'ai conscience que tout n'est pas rose dans la vie et qu'il peut y avoir des moments de tension entre les gens. Voilà, c'est normal, c'est le propre de l'homme aussi. Et en vrai, ce serait aussi chiant que tout soit rose, pour en parler. Mais encore une fois, une question d'équilibre. Ouais. C'est que si tout est noir, c'est pas bien. Enfin, ça va pas te nourrir et tu vas juste passer la vie comme un fantôme. Et si c'est trop rose non plus, c'est pas bien non plus. Je veux dire, le nombre d'histoires de couples où oh non, nous on s'est jamais engueulé et tout, et en fait ça cache quelque chose de profond. Il y a une cassure en fait qui est profonde, mais que malgré tout ils s'engueulent jamais.
c'est plus risqué que les couples qui s'engueulent, mais sainement, finalement. Clairement. Donc voilà, je dirais que c'est ça ma réponse, les relations sociales, les bonnes relations sociales. Bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Enfin, c'est une belle réponse, je trouve. C'est marrant comme à chaque fois, les gens ils répondent très différemment. Quoique parfois, il y a des choses quand même qui se rejoignent, tu vois. Il y a les chats. La réponse des chats, elle est arrivée 1 ou 2 fois, je crois. J'aurais pu dire les chiens, mais c'est vrai que je me rends compte que en fait, si toi-même, tu vas pas bien, avoir un animal de compagnie, un chien, ça va te rendre... ça va te mettre du baume au cœur, mais ça va pas non plus soigner tes blessures. C'est sûr. Donc, mais okay. C'est pour ça. Moi, je suis team chien, je précise. Moi aussi. Let's go. Hop allez. J'ai rien contre les chats non plus, mais après voilà quoi. Moi j'ai quelque chose contre les chats parce que je suis allergique aux chats. Bon, en même temps, ça aide pas, hein, c'est clair. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu dans cet épisode, c'était trop chouette. Partage-nous un peu tes réseaux, là où on peut te suivre, ton travail, tout ça, dis-nous. Alors on peut me suivre sur X. Je déteste prononcer ce mot. Je préfère Twitter. Sur X. Non, je n'ai pas de OnlyFans. Non, sur le réseau social X, anciennement Twitter. Alors, je crois que c'est Benoît-8 Fort, F-O-R-T. Okay. C'est ça. On peut me suivre sur Instagram à benoît.fort. Okay. Ou Benoît Fort tout attaché. Je sais plus. C'est Benoît Fort, je crois. Benoît Fort. Benoît.fort. Je peux vérifier maintenant si... Non, j'ai éteint mon téléphone. Mince. Attends, tu veux que je vérifie après, dans tous les cas. On est en mode avion, donc au pire, ce sera annoté. Mais je crois que c'est Benoît Fort. Mais dans tous les cas, en fait, c'est si vous écrivez Benoît Fort dans la barre de recherche, vous trouverez. On trouvera sur Instagram. Je sais qu'en tapant Benoît Fort, on tombe sur Benoît Fort-Jinka. Du coup, voilà, donc on tombe sur moi. C'est Benoît Fort 100 points, pardon, je me suis trompée. D'accord, bon, okay, c'est bien ça, Benoît Fort 100 points. J'ai donc un site internet où je regroupe toutes mes infos professionnelles qui s'appelle benoîtfort.com, tout attaché. Et je suis aussi sur Blue Sky, mais je n'ai encore rien posté dessus. Et je crois que c'est Benoît Fort. Enfin bref, en tout cas sur Blue Sky pour l'instant, vous pouvez me suivre si vous me trouvez. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a que ça comme réseau. Et Facebook, mais Facebook, je n'utilise pas des masses non plus. Ok. Et puis je le réserve souvent aux professionnels. Oui. Ok, bah écoute, trop bien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à... Oh putain, je vais dire la phrase. Lâchez un pouce bleu, les amis. Le pouce bleu qui n'existe plus sur YouTube d'ailleurs. Ah bon ? Non, maintenant en fait ils ont carrément viré le pouce vers le bas et ils ont viré le compteur de pouces vers le bas. Du coup, tu vois que les likes. Ouais. Mais toi-même, quand tu postes une vidéo, tu vois le compteur de négatif quand même. Okay. Donc, ce qui est pernicieux. Et du coup, ils n'ont plus de couleur, les pouces. Ok, d'accord. Bah, c'est le pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un pouce pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Pour ceux qui écoutent le podcast, n'hésitez pas à le noter, à mettre les petites 5 étoiles si ça vous a plu. Enfin, ou 4, hein. Après 5, c'est toujours... Oui, c'est toujours bien. Je vais juste le prendre très très mal si mon épisode, il a moins de 5 étoiles. Mais je vous aime quand même. Et puis voilà, et puis on vous fait des gros bisous. Et à bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous.